je vous parle des erreurs que j'ai faites dans le passé et de certaines stratégies de placement qui m'ont coûté cher. En fait, je vous explique un peu ce que j'ai appris à coup d'essais-erreurs à force de trader sur les marchés boursiers. Donc, si vous êtes un investisseur autonome ou si vous voulez le devenir, prenez le temps d'écouter cet épisode-là. Ça va vous éviter de perdre votre temps et surtout de faire les mêmes erreurs que j'ai faites. Donc, je vais commencer tout de suite avec les penny stocks et les entreprises en bourse qui valent moins de 2 milliards de dollars parce que quand j'ai commencé, je cherchais les gros coups, là, les home runs. Je voulais des titres qui explosent du jour au lendemain. Je voulais trouver la prochaine action à 25 cents qui allait monter à 5 piastres et les penny stocks, les small cap, micro cap, nano cap et compagnie, c'est toutes des compagnies avec des très faibles capitalisations boursières. Donc généralement, c'est plus volatile. Donc le prix, il fluctue davantage. Et à ce moment-là, tu sais, quand je vois une action qui jump de 60% en une journée, je trouvais ça excitant, là. Donc, je voyais le potentiel et je me disais, une petite compagnie avec un market cap de 250 millions, ça peut faire un x10 assez vite, contrairement à des actions comme Apple ou Microsoft. Mais ce que je comprenais pas à l'époque, c'est que ce potentiel-là, ça vient avec une tonne de risques et que également les chances, les odds, sont pas à notre faveur, là. Toutes ces petites entreprises-là, ils n'ont pas de revenus stables, ils n'ont pas de bénéfices, ils n'ont pas d'historique de rentabilité. C'est 100% de la spéculation. On parle par exemple de compagnies minières juniors, d'entreprises biopharmaceutiques et toutes sortes d'autres startups qui semblent révolutionnaires quand tu regardes le document vite. Mais si tu creuses un peu, tu vas te rendre compte que dans 99% des cas, c'est de la boîte. Là. De la boîte bien présentée, avec un beau logo, un beau site web qui fait sérieux, puis avec un nom compliqué du style Nano Biotech Quantum Solutions Inc. Mais au final, il n'y a rien d'éprouvé là-dedans. Et le point ici, c'est que c'est pas parce que le prix d'une action est en bas d'une pièce que ça veut dire que l'action est pas chère. Et oui, si elle passe de 10 cents à 20 cents, tu as doublé ta mise, mais il faut pas oublier qu'elle peut dropper à 5 cents aussi. Là. Puis là, tu perds la moitié de ce que tu as mis. Donc, vous pouvez comprendre que c'est pas trop long de perdre tout votre cash en tradant des penny stocks. J'ai perdu des centaines de dollars à essayer de trader ce type d'action-là. Et dans le même ordre d'idée, dans la début vingtaine, je pensais pouvoir vivre du day trading. Je pensais qu'avec 2000$ dans mon compte de courtage, j'allais être capable de générer des gains substantiels en devenant day trader. Tu sais, en regardant des vidéos sur YouTube, je voyais du monde faire des gros profits. Fait que j'ai passé des journées à essayer de scalper sur des penny stocks, sur le marché OTC, les pink sheets. Et honnêtement, je pensais me sortir un salaire en faisant ça. J'y ai cru pendant à peu près une couple de mois. Je passais 7-8 heures par jour devant mes écrans à essayer de jouer chaque petite fluctuation d'une coupe de cents. Mais dans les faits, les frais de transaction, surtout à l'époque, le stress, les erreurs que j'ai faites, au final, j'ai perdu mon temps pour me ramasser avec des pertes. Donc, ce que j'ai compris avec ça, c'est que si tu veux réellement vivre du trading actif, ça te prend premièrement du gros capital. Tu en bas de 100 000 dans ton compte, oublie ça, tu perds ton temps. Et l'autre chose, c'est que ça te prend une stratégie que tu es capable de répéter dans le temps. Essaye pas de tout faire, de trader sur les commodités, l'or, le pétrole, en plus de trader sur les devises, trader sur les penny stocks, trader sur les actions sur le Nasdaq. Un moment donné, il faut que tu trouves ta niche, tu te concentres là-dessus, puis c'est comme ça que tu vas être capable de générer des gains. Mais comme je le dis, ça prend de l'expérience, ça prend du capital, puis ça prend évidemment de l'essai-erreur, ou du moins d'adopter une stratégie qui fonctionne pour être profitable sur le long terme. Et si je reviens sur le sujet des placements en général, quand j'avais 19-20 ans, je pensais que ma banque, c'était la meilleure place pour aller apprendre à investir. Tu sais, quand j'avais des questions sur la bourse ou les placements, je me disais, je vais aller parler à un conseiller dans une des succursales de ma banque. Mais tu sais, avec le temps, tu te rends compte que ces personnes-là,
ce ne sont pas des investisseurs, là, ce sont des employés, puis le job, c'est de te vendre les produits de ta banque, là, un CPG, un fonds mutuel, une carte de crédit avec un frais annuel. Tu rentres là pour un conseil sur tes placements, puis finalement, tu sors de là avec une nouvelle marge de crédit personnel. Tu sais, là, je fais des farces un peu, mais grosso modo, le service conseil en succursale, c'est sûr que c'est très rudimentaire dans le sens que le conseiller va te poser une dizaine de questions pour finalement te dire que selon ton profil d'investisseur, tu devrais investir dans un fonds équilibré avec un frais de gestion de 2% par année. Et personnellement, c'est sûr qu'avec le temps, je trouve que les meilleures ressources sur l'investissement en bourse, ce sont des ressources indépendantes. Tu sais, moi, ça me prend du monde qui investissent pour vrai, qui ont du skin in the game, dans le sens que si tu parles des actions, investis dans les actions. Si tu parles du trading, fais du trading. Donc, je veux du monde qui ne sont pas gênés de dire ce qu'ils font et non pas qu'ils donnent leur opinion globale sans jamais dire quelle position qu'ils prennent puis qu'est-ce qu'eux autres ils font comme type d'investissement. Sinon, du côté des professionnels, il y a quand même les planificateurs financiers, communément appelés les PF, qui eux autres ont davantage de formation, davantage de connaissances, donc ils connaissent plus les différents instruments financiers à votre disposition. Ils sont capables de développer des stratégies fiscales et à ce moment-là, ils peuvent vous bâtir un plan de match qui correspond vraiment à vos objectifs moyen long terme. Donc, il y a des bons conseillers financiers, mais je chercherais davantage du côté d'un PF, donc un planificateur financier. Et d'ailleurs, un petit disclaimer, personnellement, je ne suis pas un PF, j'ai pas de licence, je n'offre pas de services financiers et je fais pas non plus de recommandations d'achat. Donc, gardez ça en tête. Tout ce que je dis là, c'est toujours mon opinion personnelle. Faites vos recherches avant de faire n'importe quel type d'investissement. Sinon, une autre affaire que je voulais aborder, c'est que au début, oui, c'est vrai que la majorité du monde sous-estime le pouvoir des intérêts composés sur le long terme, mais je pense aussi qu'au début, on surestime leur effet à court terme. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu commences, tu penses que ton CELI va exploser juste avec les rendements que tu vas faire. Mais la vérité, c'est que tes premiers 100 000, tu vas probablement les atteindre avec tes cotisations et non pas avec la magie des intérêts composés. Parce que pour que l'effet exponentiel embarque, ça prend littéralement des décennies. C'est vraiment à partir de 20-25 ans que la valeur de ton portefeuille se met à grimper en flèche et que là, avec les revenus de placement dépassent largement toutes les sommes que tu vas avoir investies. Et là, c'est sûr que de mon côté, après 12 ans à investir, je commence à voir le vrai pouvoir des rendements composés. Aujourd'hui, mes placements ils génèrent plus que ce que j'investis annuellement. Ce qui veut dire que du point de vue de mon portefeuille, mes investissements passés, ils me rapportent plus d'argent que ce que je réussis à mettre de côté en travaillant. Et encore là, ça dépend de la performance de la bourse, mais mettons qu'on assume un rendement moyen de 9%, après environ 10 ans à cotiser la même somme, vos gains annuels, ils vont commencer à dépasser le montant de vos cotisations. Donc, la leçon à tirer de ça, c'est que oui, les intérêts composés, c'est incroyable comme mécanique. C'est quelque chose qui est avantageux dans le temps, mais comme je vous dis, l'effet exponentiel, il se concrétise réellement sur plusieurs décennies, ce qui veut dire que durant ta vingtaine, durant ta trentaine, c'est crucial d'épargner et d'investir cet argent-là avec une vision très long terme. C'est de même que tu profites des rendements composés toute ta vie et que tu peux te retrouver avec des millions rendus à ta retraite. Et justement, les millions de dollars avec l'investissement en bourse, oui, c'est sûr que tu peux les atteindre, mais soit ça te prend un gros revenu que tu investis de façon assez agressive, ou sinon, ça te prend du temps et bien de la patience. Et malheureusement, moi, quand j'avais 20 ans, la patience, c'était pas ma qualité première. Et c'est pour ça que
À cette époque-là, je cherchais toujours la prochaine action qui allait faire un énorme rendement, et ça en quelques mois. Je n'avais pas nécessairement la vision long terme, donc je passais des heures sur les forums à chercher la compagnie magique. Je pensais qu'il y avait une info cachée, quelque chose que les autres ne savaient pas encore, puis que c'était avec une espèce de edge informatif que j'allais réussir à faire ma fortune. Mais encore une fois, ce que je me suis rendu compte au fil du temps, c'est que en réalité, toute l'information, elle est publique et ça se reflète dans le prix des actions. Et ce qui fait la différence, c'est comment tu interprètes ces données-là. On peut être 20 personnes à lire les mêmes informations sur des résultats financiers, puis on peut en tirer 20 conclusions complètement différentes. Et c'est pour ça que je suis de l'avis que c'est mieux de développer son sens critique et sa compréhension du monde des affaires plutôt que de se lancer dans une quête de trouver une information secrète qui va tout changer. Et depuis ce temps-là, j'ai appris à me concentrer sur les business solides, les modèles d'affaires que je comprends, regarder les marges bénéficiaires, la rentabilité, puis également considérer dans l'équation les tendances à long terme. Et là, je ne parle pas des tendances du point de vue de l'analyse technique, je parle vraiment de tendances du point de vue des consommateurs, de l'évolution technologique, etc. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, un autre angle qui est hyper important à comprendre quand tu investis en bourse, c'est que gérer un portefeuille à long terme, c'est pas pantoute la même game que de faire du swing trading. C'est deux approches qui sont complètement différentes. Puis si tu mélanges les deux, ben tu vas finir par nuire à ton rendement. Quand j'ai commencé à bâtir mon portefeuille, je suis souvent tombé dans le piège d'attendre trop longtemps un meilleur prix. Dans le sens que, oui, en trading, il y a une stratégie qui s'appelle du bottom fishing, qui consiste à acheter quand le prix il atteint un creux juste avant de rebondir à la hausse. Donc souvent, c'est sur un support où il va y avoir des indicateurs techniques qui vont annoncer un renversement de tendance. C'est juste que le gros problème avec cette approche-là, surtout du point de vue de la gestion de portefeuille à long terme, c'est qu'à force de vouloir pogner le creux ultime, ben, tu passes à côté de plein d'opportunités d'investissement hyper intéressantes. Et aujourd'hui, clairement, ma stratégie est vraiment différente, c'est-à-dire que dès qu'il y a une correction de 10% sur le marché ou qu'il y a un titre de qualité qui plonge suite à une mauvaise nouvelle qui est non récurrente, là, c'est une mauvaise nouvelle ponctuelle, ben à ce moment-là, je commence à acheter. Puis si jamais ça baisse d'un autre 10% par la suite, ben je vais juste en racheter plus pour faire baisser mon prix d'achat moyen. Donc, je ne tombe pas dans le panneau de toujours attendre un prix toujours plus bas parce que j'ai peur d'acheter puis que dans 1, 2, 3 journées, le prix est encore à la baisse. Donc, à cette heure, mon approche, quand je veux acheter des actions pour mon portefeuille à long terme, je ne vais pas confondre l'analyse technique avec l'analyse fondamentale puis mon évaluation de la valeur intrinsèque de l'entreprise. Pour moi, ça, c'est beaucoup plus important que d'essayer absolument d'acheter l'action au plus bas prix possible. C'est de toute façon très difficile à faire. Et sinon, une autre erreur que je faisais souvent, c'est que dès qu'une action montait de 15, 20, 25%, ben je vendais. T'sais, l'idée de ça, c'était juste d'encaisser un profit. Donc, j'étais certain de mettre les profits dans mes poches. Et faire ça dans le cadre d'une transaction de swing trading, ben, c'est excellent. Mais pour la gestion d'un portefeuille à long terme, ben, c'est sûr que c'est loin d'être optimal parce que si je regarde plusieurs années plus tard, si j'avais gardé la majorité de ces actions-là, ben il y en a là-dedans que leur prix a triplé, quadruplé, puis dans certains cas encore plus que ça. Et c'est sans compter tous les versements de dividendes que j'ai manqués. Donc oui, j'ai encaissé un profit rapide, mais je me suis privé d'un rendement extraordinaire si je regarde ça sur une période de 10-12 ans. Et c'est ça qui fait en sorte que mon raisonnement en date d'aujourd'hui, c'est que si tu deviens actionnaire d'une compagnie puis que tu as confiance en cette compagnie-là, le mot-clé, c'est patience. Premièrement, si elle verse un dividende trimestriel, ben tu te fais rémunérer pendant que tu attends. Et deuxièmement, c'est pas mal moins compliqué de faire ça comme ça, c'est-à-dire que tu fais moins de transactions et tu laisses le temps faire le travail à ta place. Maintenant, si je décide de vendre des actions de mon portefeuille, c'est parce que il y a un changement majeur au niveau de l'entreprise et rendu là, ma thèse d'investissement initiale, la raison pour laquelle j'ai acheté les actions, elle n'est plus valide.
ben à ce moment-là, je vais vendre. Mais autrement, toutes les fluctuations de prix à court terme, c'est pas une raison pour laquelle je vais me départir d'un de mes titres qui fait partie de mon portefeuille. Et finalement, une autre erreur que j'ai faite pendant longtemps, c'est de penser qu'une action est en rabais juste parce que son prix a baissé. Parce que tu regardes le graphique, tu vois que l'action valait 100$ l'année passée, puis là, il est rendu à 40$. Fait que tu te dis, crime, c'est une aubaine, c'est sûr que ça va remonter. Mais dans les faits, ça marche pas comme ça. T'sais, une action, ça reste une part d'une entreprise. Et comme je vous dis, l'information, elle est publique à tous les investisseurs, y compris tous les pros de Wall Street, les analystes et les gestionnaires de portefeuille. Ce qui fait en sorte que si le prix des actions a baissé pendant 1 an, souvent, il y a une bonne raison derrière ça. Grosso modo, l'erreur que je faisais, c'est que je me concentrais uniquement sur l'analyse technique. Donc, j'analysais le graphique avec les lignes de tendance, les niveaux de support-résistance, les moyennes mobiles, puis toutes sortes d'autres indicateurs techniques. Et c'est là-dessus, finalement, que je basais mon analyse pour acheter des actions. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le graphique du prix d'une action, ça ne dit pas grand-chose pour un investisseur à long terme. T'sais, aujourd'hui, pour mes placements personnels et pour le portefeuille de ma compagnie Traders 360, je me concentre sur le modèle d'affaires de l'entreprise, son avantage concurrentiel, ses ratios financiers, sa solidité financière, etc. L'idée, c'est que je me vois vraiment comme un actionnaire, au même titre que si j'investissais dans une compagnie privée. Donc, si je prends mon argent pour acheter des parts d'une entreprise, logiquement, je vais faire mes recherches, je veux comprendre dans quoi j'investis, puis l'idée de ça, c'est que je veux bénéficier de sa croissance dans le futur et je veux également recevoir ma portion des bénéfices sous forme de dividendes. Et oui, c'est sûr que je regarde le prix des actions, mais pas en fonction du prix qu'elles étaient il y a 6 mois ou il y a 1 an. Je me fie en fait au ratio financier actuel, entre autres le ratio cours-bénéfice, et je projette également le taux de croissance des profits dans le futur. Et d'ailleurs, c'est cette approche-là que j'explique dans ma formation en ligne. C'est vraiment fait pour les investisseurs à long terme qui veulent bâtir eux-mêmes leur portefeuille parce que quand tu fais du stock picking, le but, c'est pas de deviner le creux ultime, c'est pas de faire une analyse technique puis d'essayer d'acheter au meilleur moment. L'objectif, c'est de comprendre ce que tu possèdes, tu veux savoir dans quoi tu investis, pourquoi tu y crois, combien ça vaut réellement. Donc là, je parle de la valeur intrinsèque. Quand tu achètes une action, tu n'achètes pas un symbole, tu n'achètes pas quelque chose que le prix flash en rouge et en vert, tu achètes une business. Donc, c'est avec cette mentalité-là que je bâtis mon portefeuille. Et sur ça, je vais conclure en vous disant que investir, c'est pas juste une question de rendement, c'est une question de discipline, de patience et de constance dans le temps. Donc, si je peux vous éviter quelques-unes des erreurs que j'ai faites, ben tant mieux, c'était le but de l'épisode. Donc, si vous avez aimé le contenu, partagez-le à quelqu'un qui commence à investir ou laissez un 5 étoiles sur Spotify, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.